Je me tenais là, les mains jointes devant moi, la salle du conseil du donjon de croque-fantôme d'un froid glacial qui pénétrait mes os, pas seulement les murs de pierre. Chaque regard pesait comme un jugement, des dards invisibles qui cherchaient à me transpercer. C'était exactement comme la première fois où j'avais senti leur animosité, des semaines plus tôt, quand ils avaient osé remettre en question Julien, mon Julien, le roi. Je me rappelais ce jour-là, l'air chargé d'une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Le seigneur Olivier, avec sa barbe d'argent et ses yeux de rapace, avait commencé. Son ton mielleux masquait à peine le venin. « Votre Majesté, nous devons exprimer notre inquiétude. » La suite, je ne l'ai pas vraiment écoutée. Des mots vides, des platitudes politiques. Mais je savais de quoi il parlait. De moi. Toujours de moi. Comment en étais-je arrivé là, moi, Marie Sandrechamp, simple servante aux cheveux blancs et à la robe écarlate? Comment avais-je pu me retrouver au centre de l'attention de tout un royaume, face aux hommes les plus influents, alors que ma vie entière n'avait été qu'une suite de tâches silencieuses, dans l'ombre? C'était absurde. Cela avait commencé un soir de désastre, il y a des mois de ça. Mon Dieu, ça me semble si loin, pourtant chaque détail est gravé en moi. Les chandeliers pleuraient déjà des larmes de cire, des centaines d'entre eux alignés le long des piliers de pierre de la grande salle. L'air était saturé d'une odeur de jasmin et de cèdre brûlé, de promesses répétées, polies, qui brillaient comme les couronnes d'argent posées sur des coussins de velours près de l'autel. Toutes les grandes familles du royaume étaient rassemblées. Tous les seigneurs et toutes les bains portaient leurs plus belles déboises. Tous les yeux étaient arrivés sur l'autel où l'union devait être scellée, comme on le faisait depuis 1000 ans. Et au centre de tout ça, se tenait Julien Croque-Fantôme, le roi alpha du domaine du Nord, appuyé sur des béquilles de fer. Il était immense, même affaibli, même blessé, même soutenu par le métal, là où ses jambes l'avaient autrefois porté comme une tempête sur les champs de bataille. Julien était le genre d'homme qui rendait les pièces plus petites simplement d'en y entrant. Ses épaules étaient assez larges pour supporter le poids d'un royaume, et elle l'avait fait pendant 7 années brutales, depuis la guerre qui lui avait brisé la jambe gauche et déchiré les ligaments du genou droit, au-delà de tout art de guérisseur. Ses cheveux noirs tombèrent sur ses épaules en lourdes vagues, captant la lumière des bougies comme de l'encre déversée sur de la soie. Sa barbe était épaisse et sombre, taillée près de sa mâchoire, encadrant un visage sculpté par la souffrance et endurci par le commandement. Ses yeux étaient du gris des tempêtes hivernales, et il brûlait alors d'une chose bien pire que la colère. Il brûlait de la connaissance de ce qui allait se produire. Lady Sophie Velmore se tenait en face de lui à l'autel, sa robe dorée captant la lumière comme une seconde peau. Elle était belle de la manière dont les armes sont belles, tout en arêtes et surfaces brillantes, sans chaleur en dessous. Ses lèvres étaient une peinte de la couleur des baies écrasées, et elle tremblait, non pas d'émotion, mais de répulsion. Le grand prêtre leva les mains. La salle se tut. Un silence si profond qu'il semblait noyé. « Lady Sophie Velmore », intonna le grand prêtre, sa voix ancienne et résonnante. « Acceptez-vous le lien du roi Alpha? Offrez-vous votre gorge et votre âme à cette union, comme la lune le commande et le vieux sang l'exige? » Le silence s'étira. Il tira sur les bords de la pièce comme une corde d'arc tendue à l'excès. Chaque noble retenait son souffle. Chaque serviteur se pressait contre les murs. Les bougies vacillaient comme si même les flammes avaient peur. Sophie regarda Julien. Elle regarda ses béquilles. Elle regarda la façon dont ses phalanges blanchissaient autour des poignets. La façon dont son corps massif était maintenu debout par la seule volonté et le fer. Elle regarda l'homme le plus puissant du royaume, et elle ne vit que les parties brisées. Non, le mot tomba comme une guillotine. Un halètement traversa la grande salle. Une inhalation collective qui sembla voler tout l'air de la pièce. Quelque part à gauche, un verre se brissa sur le sol.
Une femme au troisième rang pressa sa main sur sa bouche. Sophie leva le menton. Ses yeux étaient froids et secs. Je ne me lierai pas à un homme qui ne peut marcher sans aide. Je ne porterai pas les petites d'un roi estropié. La lignée Velmour méritait la force, pas ce spectacle. Elle prononça le mot « spectacle » comme si elle crachait quelque chose de pourri. Julien ne bougea pas. Il ne sia pas. Son expression resta aussi immobile et illisible qu'un lac gelé. Mais sous la surface, quelque chose craqua. Quelque chose de profond, de vieux et de fatigué céda enfin. Comme de la glace se brisant sur une rivière qui avait été gelée trop longtemps. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Sophie tourna les talons, ses jupes dorées sifflant sur le sol de pierre, et descendit de l'allée centrale. Sa famille la suivit, le visage du seigneur Velmour un masque de calcul politique. Les portes de la grande salle s'ouvrirent et se refermèrent. Le son résonna comme un couvercle de cercueil. Et puis il n'y eut plus rien que la lumière des bougies et le silence et le roi Alpha debout, seul devant un autel où personne ne le voulait. Les nobles commencèrent à murmurer. C'était le bourdonnement bas, insidieux, de la pitié et du jugement, des calculs chuchotés sur la succession et la faiblesse. Certains le regardèrent avec une véritable tristesse. La plupart le regardèrent comme on regarde un animal blessé, se demandant s'il ne serait pas plus gentil d'en finir. Le garde personnel de Julien, le commandant Pierre, s'avança. « Mon roi, laissez-moi vous escorter à vos appartements. Laissez-moi. » Les mots sortirent bas et rauques, comme des pierres traînées sur du gravier. Il se tourna lentement, douloureusement, les béquilles claquant sur la pierre avec un rythme qui sonnait comme une marche funèbre, et se dirigea vers le coin le plus éloigné de la grande salle, près des hautes fenêtres cintrées, où le clair de lune se déversait comme de l'argent liquide. Il resta là, seul, le dos tourné à la pièce, sa silhouette massive et brisée se découpant sur le verre. Le clair de lune attrapa les larmes qu'il ne laisserait jamais personne voir. En une heure, la grande salle était presque vide. Les serviteurs se déplaçaient comme des fantômes, débarrassant les plats et éteignant les bougies, leurs yeux soigneusement détournés du roi. Parmi eux, il y avait moi. J'étais jeune, 22 ans peut-être, mais mes yeux portaient le poids de quelqu'un qui avait connu l'adversité depuis l'enfance. Ma peau était pâle comme neige fraîche, presque lumineuse dans la lumière mourante des bougies, et mes cheveux étaient blancs, pas argentés ou blonds, mais vraiment blancs, tombant en douces vagues sur mes épaules, comme des fils de clair de lune tissés dans de la soie. Je portais une simple robe rouge, de la couleur des braises, la seule chose brillante restée dans cette salle déclinante. Sur ma peau et mes cheveux blancs, cela me faisait ressembler à une flamme marchant dans la neige. J'étais Marie Sandrechamp et je n'étais personne, une servante, une des douzaines qui faisaient tourner le donjon de Croque-Fantôme, qui frottaient les sols et portaient le linge et versaient le vin et vivaient leur vie dans les marges des histoires des autres. J'avais été orpheline à 7 ans, recueillie par la gouvernante en chef du donjon, et j'avais grandi en sachant exactement ce que j'étais aux yeux du monde, invisible. Mais je ne m'étais jamais senti invisible à l'intérieur, où un feu discret brûlait que ni la froideur des sols de pierre, ni les regards dédaigneux ne pouvaient éteindre. Je sentais tout profondément. Je remarquais des choses, la façon dont les mains de la cuisinière en chef tremblaient quand elle s'inquiétait pour son fils, la façon dont le garçon d'écurie fredonnait la même berceuse que sa défunte mère chantait, la façon dont le royaume souffrait sous sa surface scintillante. Et ce soir-là, je remarquais le roi. J'avais toujours remarqué le roi. Je savais qu'il prenait son thé sans sucre, mais avec une seule goutte de miel. Je savais qu'il lisait tard dans la nuit, choisissant des livres d'histoire et de philosophie et parfois de poésie, jamais de guerre. Je savais que quand il pensait que personne ne le regardait, il regardait les montagnes avec une expression profondément, douloureusement solitaire. Je savais qu'il était bon. Pas bon comme les nobles sont bons, avec une générosité calculée. Bon de petites manières invisibles.
Il se souvenait des noms de chaque serviteur. Il avait une fois ordonné au guérisseur royal de s'occuper d'une fille de cuisine qui s'était brûlé la main, retardant sa propre réunion du conseil. Il n'avait jamais élevé la voix envers les gens qui le servaient, pas une seule fois. Et maintenant, il se tenait seul dans le clair de lune, abandonné à son propre hôtel, et le monde entier faisait semblant de ne pas le voir. Je posais le plateau de coupe vide que je portais. Quelque chose tirait ma poitrine. Un fil de chaleur qui reliait mon cœur à la vue de cette silhouette massive et solitaire près de la fenêtre. Ce n'était pas de la pitié. La pitié, c'est ce que les nobles ressentaient. Cette tristesse distante et autocongratulatoire qui ne coûtait rien. Ce que je ressentais était quelque chose de plus féroce. Quelque chose qui me donnait envie de combler la distance et de me tenir dans l'obscurité avec lui. Simplement pour qu'il sache que l'obscurité n'avait pas à être affrontée seule. J'étais terrifié. Une servante ne s'approche pas du roi Alpha sans invitation. Cela ne se faisait pas. Je pouvais être renvoyé, puni, exilé de la seule maison que j'avais jamais connue. Mais il était seul et je ne pouvais pas le supporter. Mes pieds me portèrent en avant. La robe rouge chuchota sur le sol de pierre. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Je m'arrêtai à 3 pas derrière lui. « Votre Majesté ». Ma voix était douce, à peine plus qu'un souffle. Mais dans le silence de cette salle vide, elle atterrit comme un pétale sur une eau immobile, envoyant des ondulations dans toutes les directions. Julien ne se retourna pas immédiatement. Je vis ses épaules se tendre. Il se préparait, je réalisais. Il se préparait à plus de pitié, à plus de mots vides et prudents. Quand il tourna enfin la tête, juste assez pour me voir par-dessus son épaule, ses yeux gris étaient prudents et à vif. Il vit une fille en robe rouge, des cheveux blancs qui semblaient briller dans le clair de lune, et des yeux grands et lumineux qui le regardaient avec une expression qu'il ne pouvait identifier, car il ne l'avait jamais vue dirigée vers lui auparavant. Elle ne regardait pas ses béquilles. Elle ne regardait pas la couronne ou le royaume ou les implications politiques de son humiliation. Elle le regardait, juste lui. J'avalais difficilement et laissais le feu en moi me porter. Voudriez-vous danser? 3 mots impossibles, ridicules, magnifiques, qui restèrent suspendus dans l'air entre nous comme des étoiles. Julien me fixa pendant 3 battements de cœur entiers. Il me fixa simplement. Et j'étais certaine d'avoir fait la plus catastrophique erreur de ma vie. Mais ensuite, quelque chose changea dans ses yeux gris de tempête. La glace craqua, non pas avec violence, mais avec la douceur du dégel printanier, et en dessous j'aperçus quelque chose de chaud et d'étrangement humain. « Danser », répéta-t-il, sa voix rauque mais pas méchante. « Je ne peux pas danser, vous le voyez bien. » Il désigna ses béquilles avec une amertume dirigée contre lui-même, pas contre moi. Je maintiens son regard avec une stabilité qui nous surprit tous les deux. J'ai 2 pieds gauches et aucun sens du rythme, Votre Majesté. Je pense que nous serions parfaitement assortis. Un son lui échappa. Petit, à peine plus qu'une expiration, mais il portait le fantôme de quelque chose qui aurait pu être un rire. Le premier son ressemblant à un rire que Julien Croque-Fantôme avait fait depuis des mois. « Vous êtes soit très courageuse, soit très folle, dit-il. On m'a dit que c'était de la même chose, Votre Majesté. » Il me regarda un long moment. Le clair de lune nous peignait tous les deux d'argent et d'ombre. L'énorme roi Alpha avec ses béquilles de fer et la mince servante en robe de braise. 2 personnes se tenant de part et d'autre de chaque division que le monde avait jamais créée. Et pourtant, se tenant d'une certaine manière exactement sur le même terrain. « Il n'y a pas de musique, dit-il doucement. Je penchai la tête et puis très doucement, je me mis à fredonner. C'était une mélodie que je connaissais depuis l'enfance. Une chanson folklorique des villages extérieurs, à propos de 2 étoiles qui tombèrent du ciel et se trouvèrent l'une l'autre dans un champ de neige. C'était simple et doux et légèrement mélancolique, le genre de musique qui appartenait aux cuisines et aux foyers, pas aux grandes salles. C'était une musique du peuple, une musique pauvre.
C'était la plus belle chose que Julien ait jamais entendue. Il tendit une main, grande et balafrée et tremblante presque imperceptiblement, et je la pris. Ma main était petite dans la sienne, chaude. Mes doigts se serrèrent autour de sa paume avec une douceur qui fit quelque chose se resserrer et se relâcher derrière mes côtes en même temps. Je m'approchai et son odeur m'atteignit. Du linge propre et des fleurs sauvages et quelque chose d'unique à elle. Une douceur qui fit bouger son loup pour la première fois depuis des années. Non pas avec agressivité, mais avec un désir si profond qu'il ressemblait à la nostalgie du foyer. Ils commencèrent à bouger. Ce n'était pas gracieux. C'était hésitant et maladroit et imparfait de toutes les manières imaginables. Julien ne pouvait pas faire un pas entier sans sa béquille, et son corps balançait de manière inégale. Je l'égalisais, ajustant mes mouvements, raccourcissant mes pas, mon fredonnement ne faiblissant jamais, même quand nous trébuchions. Et nous avons trébuché. Une fois, sa béquille a glissé sur la pierre polie, et il a basculé de côté, et pendant un instant terrible, j'étais certaine qu'il allait tomber. Mais ma main se serra sur la sienne, et mon autre main se leva pour se presser contre sa poitrine, le stabilisant. « Je te tiens », murmurai-je. Et il me crut. Ils dansèrent. C'était plus comme deux personnes apprenant la forme de la gravité de l'autre, trouvant les endroits où ils pouvaient s'appuyer et être tenus, où ils pouvaient faiblir et être rattrapés. La grande salle était vide autour d'eux, vaste et résonnante des fantômes du désastre de la soirée. Mais dans le petit cercle de clair de lune où ils bougeaient, rien de tout cela n'avait d'importance. Le rejet n'avait pas d'importance. Les béquilles n'avaient pas d'importance. Rien de tout cela ne pouvait les atteindre ici. Julien regarda cette fille impossible, téméraire, radieuse, et sentit quelque chose s'ouvrir en lui, qu'il avait scellé des années d'auparavant. Elle souriait. Pas un sourire poli, maîtrisé, mais un vrai, légèrement tordu, ses yeux sombres brillant d'une chose tellement plus dangereuse que la pitié. La joie. Elle était vraiment lumineusement heureuse. « Tu es une étrange fille », murmura-t-il, et la rudesse de sa voix s'était adoucie en quelque chose de presque tendre. « C'est ce qu'on m'a dit, votre majesté. » « Julien !» Elle cligna des yeux vers lui. « Je vous demande pardon. »« Mon nom, c'est Julien. Si nous allons danser comme des fous dans une salle vide, autant que tu l'utilises. » Une autre rougeur monta sur mes joues, mais le sourire s'élargit. « Julien !» répétai-je, comme si je goûtais le mot, et il n'avait jamais entendu son propre nom sonner ainsi auparavant, comme si c'était quelque chose de chaud et de précieux et de soigneusement gardé. Ils dansèrent jusqu'à ce que la dernière bougie vacille et s'éteigne. Ils dansèrent jusqu'à ce que la lune ait traversé la moitié du ciel. Ils dansèrent jusqu'à ce que mon fredonnement s'estompe en un silence confortable qui n'avait pas besoin de musique, car le rythme de nos respirations était devenu notre propre mélodie. Quand enfin ils s'arrêtèrent, Julien respirait difficilement, non pas d'effort, mais de l'effort de contenir tout ce qu'il ressentait. Sa main tenait toujours la mienne. « Merci », dit-il, et les mots sortirent bruts et sans défense, dépouillés de toute couche de dignité royale, d'avoir été gentil avec moi ce soir. Je le regardais sans calcul, sans arrière-pensée, sans conscience du fossé entre nous. Je ne vis qu'un homme blessé, et j'étais venu me tenir à ses côtés. « Vous méritez la gentillesse, Julien, » dis-je doucement. « Tout le monde la mérite, mais vous surtout. » Je relâchai doucement sa main, fis une petite révérence, et me tournai pour partir. La robe rouge bougea comme un murmure de flammes dans l'obscurité, et Julien me regarda partir avec la sensation d'un homme regardant le coucher de soleil, sachant que la chaleur resterait sur sa peau, mais souffrant déjà pour l'aube. Les quartiers des serviteurs étaient froids, toujours froids, nichés dans les niveaux inférieurs du donjon, où les murs de pierre sointaient d'humidité, et les fenêtres étaient trop étroites pour laisser passer plus qu'un mince filet de lumière, les pièces étaient fonctionnelles et spartiates.
Ma chambre n'était pas différente, sauf pour la petite collection de fleurs sauvages séchées que je gardais dans une tasse d'argile ébréchée sur le rebord de la fenêtre. Un petit acte de rébellion contre l'uniformité grise de mon monde. Je m'assis sur le bord de mon lit étroit, toujours dans ma robe rouge, mes mains à plat sur mes cuisses, comme pour les empêcher de trembler. Mon cœur n'avait pas ralenti. J'avais dansé avec le roi. J'avais pris la main de Julien Croque-Fantôme, alpha des alphas, seigneur du domaine du Nord, et j'avais dansé avec lui dans une salle vide. Et il m'avait laissé faire, et il avait souri, et il m'avait dit son nom. Un son m'échappa, moitié rire, moitié quelque chose d'humide et de tremblant. Je ne pleurais pas, il n'y avait rien à pleurer. J'avais fait une bonne action pour un homme qui avait besoin de gentillesse, et c'était tout. Sauf que ce n'était pas tout. Quand il m'avait regardé, quand ses yeux gris s'étaient doucis de pierre gardée à quelque chose de liquide et de chaud, quand son énorme main balafrée s'était refermée sur la mienne, avec une douceur qui semblait impossible de la part de quelqu'un d'aussi puissant, j'avais ressenti quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. C'était la sensation d'une clé glissant dans une serrure. C'était fait pour le clic doux et certain de quelque chose qui se met en place. Je pressais ma main sur ma poitrine, où la sensation persistait. « Arrête ça », me dis-je fermement, parlant à haute voix comme le font les gens solitaires. « C'est le roi. Tu es une servante. Ce n'est pas une histoire. » Mais même en disant ces mots, je pouvais sentir le mensonge en eux, mince et transparent comme du papier, déjà en train de se déchirer. J'éteignis ma bougie et m'allongeai dans l'obscurité. Et derrière mes yeux fermés, je vis des tempêtes grises et sentis le poids d'une main balafrée tenant la mienne. Et je m'endormis avec le fantôme d'une mélodie sur mes lèvres. 3 étages au-dessus, dans les appartements royaux, Julien Croque-Fantôme était assis dans l'obscurité et ne pouvait pas dormir. Le feu avait baissé, réduit à des charbons ardents qui projetaient la pièce dans des nuances d'ambre et d'ombre. Ses jambes brisées s'étiraient devant lui, les béquilles appuyées contre le montant du lit comme des sentinelles. La douleur était constante, une douleur profonde et lancinante. Et ce soir-là, elle était particulièrement vive. Mais pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il se souvenait, la douleur n'était pas la chose la plus bruyante dans son esprit. Elle lui avait demandé de danser. Il retournait le souvenir encore et encore comme une pierre polie par l'eau d'une rivière. La douceur de sa voix, le rougissement de ses joues, la façon dont ses yeux l'avaient regardé, non pas avec une évaluation politique ou une déférence craintive, mais avec quelque chose d'ouvert qui disait « Je te vois, pas le roi Bein, pas le guerrier, pas la ruine, toi. » Le mariage avec Sophie avait été un arrangement politique dès le départ, une alliance stratégique conçue pour consolider le pouvoir dans les territoires du Nord. Julien n'avait jamais aimé Sophie. Il ne l'avait même jamais aimée. Elle était vive et froide et calculatrice. Il avait accepté parce que c'était son devoir, parce que le royaume avait besoin de stabilité, parce que son conseil avait insisté et qu'il était trop épuisé pour résister. Mais ce qu'il avait ressenti ce soir-là, debout dans le clair de lune, la main d'une servante dans la sienne, c'était tout autre chose. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Pas avec Sophie, pas avec personne. C'était le sentiment d'être vu, d'être choisi, non comme un roi ou un alpha ou un atout politique, mais comme un homme. « Marie », dit-il dans la pièce vide, testant la forme de son nom sur sa langue. Il avait un goût de miel. Une décision commença à se former en lui. Une en lui lente et certaine et inébranlable comme les montagnes. Ce n'était pas une décision rationnelle. Ce n'était pas une décision politique. C'était le genre de décision qui vient de quelque part plus profond que la pensée. Il la ferait l'aimer, non par commandement, non par pouvoir. Il la gagnerait par la patience et la tendresse et la révélation lente et prudente du cœur qu'il avait gardé caché derrière des murs de devoir et de stoïcisme pendant si longtemps qu'il avait presque oublié qu'il était là. Il ne se souciait pas de ce que dirait le conseil. Il ne se souciait pas qu'elle soit une servante, une fille non unitaire.
Dans le calcul de son cœur, elle valait déjà plus que toutes les alliances politiques du royaume. Le feu s'éteignit, la pièce devint sombre, et le roi Alpha s'endormit enfin. Et pour la première fois depuis des années, il ne rêva pas de guerre. Le matin vint sur le donjon de Croque-Fantôme, gris et graduel. Je traversais mes tâches comme une somnambule, mon corps exécutant des routines familières, tandis que mon esprit tournait sans fin autour des événements de la nuit précédente. C'était en milieu de matinée que l'ordre vint. Un page me trouva dans le placard à linge et délivra le message avec une formalité essoufflée. Le roi demande votre aide dans son bureau, quelque chose concernant l'arrangement de ses étagères. Mon cœur s'arrêta, redémarra, commença à battre à 2 fois sa vitesse normale. Les étagères, répétai-je. Oui, il a spécifiquement dit que c'est vous qui deviez venir, personne d'autre. La marche vers le bureau du roi fut la plus longue de ma vie. Je lissais ma robe rouge et me répétais très fermement que j'étais une servante répondant à un appel et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à cela. J'étais une terrible menteuse, même pour moi-même. Je frappais. Entrez. Le bureau était chaud. Un feu flamboyait dans l'âtre, emplissant la pièce de l'odeur du bois de pommier. Des livres tapissaient chaque mur du sol au plafond. Et à côté du bureau, debout avec l'aide de ses béquilles, ses cheveux noirs lâchés sur ses épaules et ses yeux gris attrapant les flammes, se tenait Julien. Il paraissait différent à la lumière du jour, moins un monument et plus un homme. Les rides de fatigue autour de ses yeux étaient visibles, et la douleur était là, un courant sous-jacent constant. Mais il y avait autre chose, une chaleur qui adoucissait son visage quand il me vit. Marie, la façon dont il prononça mon nom, comme si c'était un petit objet précieux qu'il tournait délicatement dans ses mains. Votre Majesté, vous souhaitiez que j'arrange vos étagères. Une pause, j'attrapais le scintillement de quelque chose dans son expression, un éclair de culpabilité mêlé d'amusement, et je réalisai avec un choc de perspicacité qui me fit presque rire. Il n'y avait rien d'anormal avec ces étagères. Oui, dit-il, avec une neutralité prudente. Le mur est, les volumes sont en désordre. Je regardais le mur est. Les livres étaient rangés dans un ordre alphabétique impeccable par auteur, puis subdivisés par sujet, un système si méticuleux qu'il frôlait l'obsession. Je vois, dis-je, et la mâchoire de Julien se serra, et une légère couleur monta au-dessus de sa barbe. Cela peut ne pas être immédiatement apparent à un œil non averti. Bien sûr, Votre Majesté. Je me déplaçais vers les étagères et commençais à réarranger des livres qui n'avaient pas besoin d'être réarrangés. Derrière moi, j'entendis le lent bruit sourd de ses béquilles alors qu'il se déplaçait vers le fauteuil près du feu. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il. Et la question était si ordinaire, si domestique, si absolument différente de tout ce qu'un roi avait jamais demandé à une servante que je faillis laisser tomber le livre que je tenais. Oui. Et vous? Mieux que je ne l'ai fait depuis longtemps. Il me regardait depuis le fauteuil avec une expression ouverte qui me coupa le souffle. Dans la lumière du feu, avec ses cheveux sombres et ses yeux gris devenus doux comme de la fumée, il ressemblait à un tableau d'un ancien héros au repos. « Je voulais vous remercier encore, dit-il, pour la nuit dernière. Vous m'avez déjà remercié. Et je vous remercierai autant de fois que je le voudrai. C'est ma prérogative de roi. » Un sourire tira ma bouche. Je ne rêverais pas de contredire la prérogative du roi. Il sourit alors aussi, et cela transforma complètement son visage. Perça la sévérité et la souffrance comme un rayon de soleil à travers les nuages d'orage. Il était magnifique quand il souriait, non pas de la manière polie des favoris de la cour, mais de la manière dont les montagnes sont belles, avec une profondeur, une ombre et une grandeur inséparables de leur rudesse. Je voulais le faire sourire encore. Je voulais passer le reste de ma vie à trouver des moyens. Ils parlèrent. Cela commença par les livres et s'élargit à la philosophie et à la littérature. Et je découvris que le roi était non seulement érudit, mais passionné par les idées. Quand j'offris un contre-argument, citant un passage d'un texte que j'avais secrètement emprunté à la bibliothèque du donjon des années auparavant,
Ses yeux s'écarquillèrent de surprise puis se plissèrent de plaisir. « Vous avez lu les méditations d'Alderon, dit-il. Je suis une servante, pas une lettrée. Pardonnez la supposition. Dites-moi ce que vous avez pensé du 3e chapitre. » Et je le fis, et il écouta, vraiment écouta, et je sentis quelque chose en moi s'élargir. Un espace que je n'avais pas su être exigu se remplit soudainement de lumière. 2 heures passèrent. Je réalisai avec un sursaut que j'avais négligé toutes mes autres tâches. « Je devrais y aller, dis-je. La gouvernante en chef remarquera mon absence. » La déception passa sur son visage. « Bien sûr. » C'était charmant, dis-je, et le mot resta suspendu entre eux, fragile et lumineux. « Demain, le grand livre des comptes dans mon bureau nécessite de l'attention, dit-il orphelin. Je me trouve avoir besoin de quelqu'un avec un œil attentif. » Je le regardai, il me regarda. Le feu crépita. « Je serai là, dis-je. » Et je le fus. Les jours qui suivirent prirent un schéma. Une architecture secrète de temps volé que ni l'un ni l'autre ne reconnaissaient directement, mais que tous deux maintenaient avec une dévotion tacite. Julien inventait des raisons. Il était remarquablement créatif à ce sujet. Les étagères avaient encore besoin d'être réorganisées. Les rideaux laissaient balader trop de lumière. Il avait besoin de quelqu'un pour lui lire à voix haute pendant que ses yeux se reposaient. Une fabrication si transparente que je devais me mordre la joue pour ne pas rire, car sa vue était impeccable, et nous le savions tous les deux. Le 4e jour, ce furent les cartes. Ces cartes sont obsolètes. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à les recouper avec les rapports d'enquête actuels. N'avez-vous pas de cartographe pour cela? Ils sont occupés. Tous. Tous sans exception. Une coïncidence remarquable. Je restais. C'est pendant le projet de carte que leurs mains se touchèrent. Accidentel. Une portée partagée pour la même encre. Le contact fut bref, mais je le sentis comme un éclair. Et quand je levai les yeux, je vis le même choc reflété dans les yeux de Julien. Il ne se retira pas, ni moi. « Tes mains sont froides, dit-il doucement. Elles le sont toujours. Les quartiers des serviteurs ne sont pas bien chauffés. » Quelque chose de sombre traversa son visage. « Je m'en occuperai aussi. »« Julien, vous n'avez pas besoin de... »« Je m'en occuperai, » répéta-t-il, et sa voix portait la finalité tranquille d'un homme habitué à commander. Mais la tendresse en elle était entièrement nouvelle, entièrement la mienne. Le 7e jour, il me demanda de marcher avec lui. Cela lui coûta tout. La marche était la plus grande vulnérabilité de Julien. Chaque pas nécessitait des béquilles, la négociation prudente avec la douleur, et en public, il se tenait avec une dignité si rigide que personne n'osait commenter. Mais en privé, son visage montrait chaque once d'effort, chaque éclair de douleur. Il me proposait de me montrer cela, d'être vulnérable, de me laisser voir l'homme derrière la couronne avec toutes ses fractures exposées. Ils se promenèrent dans les jardins privés, une enceinte murée d'arbres anciens et de chemins de pierre. L'air d'automne était vif, parfumé de feuilles tombées et des dernières roses. Julien avançait lentement, et je marchais à côté de lui, égalant son pas sans commentaire, comme si c'était simplement la vitesse à laquelle 2 personnes appréciant leur compagnie choisissaient de voyager. « Tu ne poses jamais de questions, » dit-il brusquement. « À propos de quoi? » « Mes jambes, la guerre, ce qui s'est passé. » Ce n'est pas ma place. Ce n'est la place de personne, et pourtant, tout le monde demande, ou pire, ils ne demandent pas, mais ils fixent, et leur silence en dit plus que n'importe quelle question. Je regardais une feuille spiralée d'une branche de chêne. Je n'ai pas demandé parce que je ne pensais pas que vous le voudriez, et parce que cela ne change pas qui vous êtes. Il s'arrêta de marcher, les béquilles restèrent immobiles. « Répète cela, » murmura-t-il. « Cela ne change pas qui vous êtes. » Il ferma les yeux. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Quand il les rouvrit, ils étaient brillants. Personne ne m'a jamais dit ça en 7 ans. Pas une seule fois, je sentis mes propres yeux picoter. Je tendis la main et la posai sur la sienne là où elle agrippait de la béquille, et ses doigts se desserrèrent en dessous de mon contact.
Alors les gens autour de vous n'ont pas bien regardé, dis-je. Ils restèrent ainsi dans le jardin d'automne, ma main sur la sienne, le vent agitant les dernières feuilles, et quelque chose entre eux passa de la possibilité à l'inévitabilité. De deux personnes qui pourraient tomber à deux personnes qui l'avaient déjà fait. Le Conseil l'a remarqué. Bien sûr qu'ils l'ont remarqué. Le Conseil royal du donjon de Croc-Fantôme était composé de 7 hommes qui avaient accédé à leur poste grâce à leur acuité politique, leurs liens familiaux et leur observation aiguisée de chaque chuchotement à l'intérieur des murs du donjon. C'étaient des hommes qui échangeaient des informations, et la vue du roi Alpha passant des heures chaque jour avec une servante leur faisait grincer des dents. Voici ce que j'ai entendu dire par le seigneur Mark Ashford plus tard, alors qu'il m'expliquait ce qui s'était passé. Lui, il était là, ce jour-là, l'air tendu, presque électrique. Le seigneur Olivier Brenshaw fut le premier à parler, le plus âgé, avec sa barbe d'argent et ses yeux perçants comme ceux d'un faucon. Un homme qui avait servi 3 rois et considérait la dynastie Croc-Fantôme comme une responsabilité personnelle. 2 semaines se sont écoulées depuis le rejet de Lady Sophie, déclara-t-il, s'adressant aux autres autour de la longue table, et le roi a été vu à plusieurs reprises en compagnie d'une servante. Le seigneur Mark Ashford, le plus jeune conseiller, se tortillait d'inconfort. Elle l'a aidé avec des tâches administratives. Le roi Alpha, qui a refusé de prendre des repas avec Lady Sophie pendant toute leur cour, passe maintenant 4 heures par jour avec une fille qui plie son linge. Ce n'est pas rien. Le seigneur Louis Mirdefer, le ministre de la guerre, un homme bâti comme un tonneau avec des poings comme des marteaux pilons, se pencha en avant. Que le roi ait sa distraction. Une distraction, oui, dit froidement le seigneur Olivier. Mais c'est le comportement d'un homme qui est en train de s'amouracher. Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. D'une servante, une fille sans famille, sans terre, sans une seule goutte de sang noble, une fille qui n'est pas digne de s'asseoir à la table du roi, encore moins de se tenir à ses côtés. Nous devrions lui parler, dit le seigneur Marc. Nous devrions l'interdire, rétorqua le seigneur Louis. Le seigneur Olivier secoua la tête. Nous ne pouvons pas interdire à un roi, mais nous pouvons lui rappeler son devoir. Le roi Julien arriva le lendemain matin, il lut la demande formelle d'une séance extraordinaire du Conseil, et la chaleur qui s'était accumulée dans sa poitrine se transforma en glace. Non pas qu'il ait eu peur de ses conseillers, mais parce qu'il savait exactement de quoi il s'agissait. Et cette connaissance le remplit d'une rage protectrice si intense que son loup s'agita contre ses côtes, comme une bête en cage. Ils allaient en parler d'elle. Il s'habilla pour la bataille. Il portait du noir, la couleur de la maison Croc-Fantôme. Il attacha ses cheveux. Il se regarda dans le miroir et vit ce que le monde voyait. Un alpha d'une présence physique terrifiante, balafré et sombre, et brûlant d'une fureur contrôlée, qui faisait reculer les hommes forts. Bien. La salle du conseil était froide. Les 7 conseillers se levèrent quand Julien entra, le son de ses béquilles le précédant comme un tambour de guerre. Il ne s'assit pas. Il se tint à la tête de la table, les dominant tous, ses yeux gris passant d'un visage à l'autre avec l'évaluation d'un prédateur. « Parlez, dit-il. » Le seigneur Olivier parla avec une diction polie, chaque phrase conçue pour paraître raisonnable. « Votre Majesté, nous devons exprimer notre inquiétude que cette association puisse être perçue comme une faiblesse à un moment où le royaume requiert de la force. » Le seigneur Louis fut moins diplomate. « C'est une simple servante. Le peuple ne l'acceptera pas. Élever une fille qui frotte les sols au poste de reine Alpha serait une insulte à chaque famille du royaume. » Le seigneur Marc tenta une médiation. « Nous ne remettons pas en question vos sentiments, Majesté. Nous remettons en question la sagesse de leur permettre de l'emporter sur les besoins du royaume. » Et ce fut le seigneur Olivier qui porta le coup final. « Elle est au-dessous de vous, Majesté, de toutes les manières qui comptent. C'est une servante, une inconnue,
et la laisser vous envoûter au point d'oublier votre devoir, c'est prouver que la fille Velmour avait raison, elle aussi. Il ne termina pas. Le poing de Julien frappa la table avec la force d'un bélier. Le bois craqua, une fissure descendant au centre du chêne ancien comme un éclair dans la terre. Les encriers chavirèrent, les papiers s'éparpillèrent. Le seigneur Marc sursauta si violemment que sa chaise bascula. La pièce fut envahie par l'odeur du roi Alpha. La vague écrasante d'un Alpha au sommet de sa fureur. La rage protectrice d'un homme dont l'être cher avait été menacé. Chaque servante et soldat du donjon la ressentit. Une pression qui faisait battre les cœurs et trembler les mains. Un rappel qu'au-delà de la couronne et des béquilles se trouvait un loup qui pouvait encore déchirer des mondes. Assez! La voix de Julien était à peine un murmure, et c'était plus terrifiant que n'importe quel cri. Vous allez m'écouter maintenant, et vous allez bien m'écouter, parce que je ne dirai cela qu'une seule fois. Il les regarda chacun à leur tour, et dans ses yeux, il y avait un feu que personne n'avait vu depuis le jour où il avait tenu les murs de Cendrillon contre une armée de 10 000 hommes. Marie Sandrechamp a plus de grâce, plus de courage et plus de véritable noblesse dans son plus petit doigt que toutes les maisons nobles de ce royaume réunies. Elle est venue à moi quand toutes les personnes de ce royaume se sont détournées. Elle m'a regardé, pas mes béquilles, pas ma couronne, moi, et elle a vu un homme avec qui il valait la peine de danser. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et pendant un instant bouleversant, le masque tomba et ils virent la solitude, les années de celle-ci, le vaste vide hurlant d'être entouré de gens qui attendaient des choses de lui. Et pas un seul n'avait jamais simplement vu un homme qui avait besoin d'être aimé. Il se ressaisit, le masque revint plus dur qu'avant. Je vais l'épouser. Et si un homme dans cette pièce ou dans ce royaume ose médire d'elle, ose la faire sentir un instant qu'elle est moins que la femme extraordinaire qu'elle est, je le considérerai comme un affront personnel à la couronne. Le silence qui suivit fut le silence d'homme qui savait exactement ce que signifiait un affront personnel à la couronne. Il se retourna, ses béquilles frappant la pierre au rythme de la finalité, et partit sans se retourner. La porte se referma derrière lui avec un bruit qui résonna dans le donjon comme la première note d'une nouvelle chanson. Voilà, c'est que j'ai appris de Marc. C'est fou, non? Que ce type, le seigneur Marc, même avec ses propres peurs et ses propres calculs, ait pu se souvenir de tout ça, des mots de Julien, de la force de son sentiment. Et vous, chers amis, auriez-vous pensé qu'un roi se tiendrait ainsi, à vif, pour une simple servante? C'est le genre de chose qui fait douter de tout ce qu'on croyait savoir sur le pouvoir et l'amour. Ce soir-là, Julien envoya chercher Marie, non pas à son bureau, mais dans le jardin privé. La soirée d'automne était fraîche, la dernière lumière peignant le ciel d'ambre et de violet. Elle vint vêtue de sa robe rouge. Il l'attendait sur le banc de pierre sous le vieux chêne. Son expression était un mélange de détermination et de quelque chose de plus vulnérable, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. « Vous m'avez fait appeler, dit-elle. Assieds-toi avec moi. » Elle s'assit assez près pour sentir la chaleur de fournaise d'un alpha qui brûlait plus fort que n'importe quel feu. « Le conseil a tenu une séance aujourd'hui, dit Julien, à notre sujet. » Elle retint son souffle. « À notre sujet? Ils m'ont dit de te laisser partir. Ils m'ont dit que tu étais au-dessous de moi, que tu étais une servante et une inconnue, et que prendre soin de toi était une faiblesse. » Les mots tombèrent comme des coups. Une vague froide de réalité qu'elle avait essayé d'ignorer. « bien sûr, c'est ainsi que cela se terminait. »« Et que leur avez-vous dit? » murmura-t-elle. Julien tendit la main et la prit doucement, avec la précaution respectueuse avec laquelle on manipule quelque chose d'irremplaçable. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens, chauds et rugueux et stables. Je leur ai dit que j'allais t'épouser. Le jardin devint silencieux. Même le vent retint son souffle. Marie le regarda. Le sang, c'était impossible. Le genre de choses qui se passaient dans les histoires qu'elle avait lues à la lumière des bougies dans sa petite chambre froide.
des histoires qu'elle avait chéries puis rangées avec la mère connaissance qu'elles n'étaient que des histoires. « Je sais que ce que je demande est extraordinaire, dit-il, sa main se resserrant. Je sais que le monde ne comprendra pas, mais j'ai passé 7 ans à être le roi dont ce royaume avait besoin. Et pas une seule fois quelqu'un n'a demandé ce dont j'avais besoin. Jusqu'à toi, jusqu'à ce que tu traverses une salle vide dans ta robe rouge et que tu demandes à un homme brisé de danser. » Ses yeux se remplissaient. « Je ne suis pas brisé, » dit-il, féroce et tendre à la fois, l'essence même de ce qu'il était. Mais j'étais seul, j'étais si profondément seul que j'avais cessé de reconnaître cela comme de la solitude. Et puis tu es venu, et je me suis souvenu de ce qu'est la chaleur, et je ne peux pas revenir au froid. Julien, je suis une servante, je ne possède rien, je n'ai pas de nom, pas de famille. Tu as un nom, Marie Cendrechamp, et ce sera Marie Croque-Fantôme si tu veux bien de moi. Non pas parce que je l'ordonne, mais parce que je te le demande. Parce qu'il n'y a pas de couronne ou de royaume qui compte plus pour moi que la façon dont tu m'as regardé cette nuit-là. Elle pleurait ouvertement maintenant. Elle avait passé sa vie entière à être invisible, et maintenant l'homme le plus puissant du royaume lui tenait la main et lui disait qu'elle était l'histoire. « Mais j'ai besoin que tu saches que je te protégerai, » continua-t-il, son expression durcissant jusqu'à la férocité protectrice aiguisée qui faisait de lui l'alpha le plus redouté du Nord. Contre n'importe qui, le conseil, les nobles, le monde lui-même, personne ne te fera de mal. Je le jure sur mon sang et mon nom. Elle le regarda à travers ses larmes. Cet homme qui était doux comme la pluie d'été avec elle et dur comme de l'acier forgé avec tous les autres. Cette dualité n'était pas une contradiction. C'était l'expression la plus pure de ce qu'un alpha était censé être. Féroce pour le monde, doux pour sa compagne. « Je n'ai pas peur, dit-elle. Pas avec vous. Il y a plus, le conseil. Ce ne sont pas de simples obstacles politiques. J'ai commencé à soupçonner que certains d'entre eux sont corrompus. »« Je sais, dit Marie. » Il cligna des yeux. « Quoi? » Elle prit une inspiration. « J'entends des choses. Les serviteurs sont invisibles. Nous traversons des pièces où des hommes puissants parlent librement parce qu'ils ne nous considèrent pas dignes d'être remarqués. Et j'ai entendu des choses, Julien. » Ses yeux gris s'aiguisèrent, l'alpha s'exacerba, et elle sentit le changement dans son parfum, le changement dans l'air, le jardin s'obscurcissant, alors que sa fureur protectrice s'enroulait comme un serpent. « Dis-moi, » demanda-t-il, dangereusement calme. « Le seigneur Olivier Brenshaw et le seigneur Louis Mirdefer, je les ai entendus parler tard dans la nuit. Ils parlent d'or, de fondu trésor détourné, de taxes prélevées sur les villages extérieurs qui n'atteignent jamais les coffres royaux. » Le silence n'était pas un choc. C'était un prédateur localisant sa proie. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il, dangereusement silencieux. « Des années, d'après ce que j'ai surpris. Ils ont des agents de recouvrement dans les villages extérieurs, des hommes qui exigent plus que la dîme légale et gardent le surplus. Les villageois sont trop effrayés pour protester. Ils croient que c'est la volonté de la couronne. » Julien pressa ses 2 poings contre ses genoux. Les tendons de ses avant-bras saillaient comme des câbles. Un son grave vint de sa poitrine. La profonde vibration d'un alpha dont la meute a été trahie. « Ils volent mon peuple, » dit-il, chaque mot une lame. « Et ils ont l'audace de me donner des leçons de devoir. Il y a plus, je les ai entendus mentionner un entrepôt près du village oriental d'Épine-sur-Loire. C'est là que l'or détourné est stocké. Ils ont mentionné des jours de collecte spécifiques, les 1er et 3e jours de marché de chaque mois. » Julien la regarda et quelque chose s'approfondit dans son estime. Elle n'était pas seulement la femme qui l'avait fait se sentir aimée. Elle était courageuse et intelligente et elle s'était mise en danger en écoutant des conversations que des hommes puissants auraient tuées pour garder secrètes. « Tu es extraordinaire, dit-il. Je suis en colère. Ces villages, les gens là-bas n'ont rien. Ils vivent au bord de la famine et ces seigneurs les volent. »
Il l'attira près de lui, non pas avec retenue, mais avec toute la force d'un homme qui avait retrouvé son centre. Son bras encerclait ses épaules, et elle s'ajusta contre son flanc, comme si elle avait été conçue pour cet espace exact, sa tête blanche reposant contre sa poitrine. « Je m'en occuperai, » murmura-t-il dans ses cheveux, « et j'aurai besoin de ton aide. »« Vous l'aurez toujours, toujours, » répéta-t-il, et c'était un vœu. Le plan se concrétisa la semaine suivante, forgé lors de conversations murmurées dans le jardin et de réunions tardives dans le bureau de Julien, où le feu brûlait doucement, et le roi et la servante se penchaient sur des cartes comme des conspirateurs complotant une révolution, ce qu'ils étaient en un sens. Julien ne pouvait pas simplement accuser ses conseillers sans preuve. Des accusations sans preuve seraient rejetées comme de la paranoïa. La cour était un écosystème délicat, et même un roi aussi formidable que Julien ne pouvait se permettre d'agir imprudemment. Marie était la clé. Son invisibilité, la chose même qui avait fait d'elle une inconnue, était maintenant sa plus grande arme. Elle continua ses devoirs comme si rien n'avait changé, et tout le temps ses oreilles étaient ouvertes et son esprit travaillait. Elle cartographia les mouvements des conseillers. Elle nota quand le seigneur Olivier envoyait des courriers privés et suivit quel serviteur portait ses lettres scellées. Elle se lia d'amitié avec le personnel de cuisine qui servait la présence personnelle du seigneur Louis. Et grâce à une conversation patiente, elle apprit que Louis tenait un second registre, un qui ne voyait jamais la chambre du conseil, enfermé dans un coffre dans ses quartiers privés. « Le registre est tout, » dit Julien une nuit, arpentant son bureau avec une énergie agitée. « Si nous pouvons obtenir ce registre, nous les tenons. Et si nous ne le pouvons pas, alors nous irons nous-mêmes à Épine-sur-Loire. Le premier jour de marché est dans 3 jours. Si tes informations sont correctes, les agents de Brenshaw seront là pour exiger leur dîme illégale. Je veux des témoins, des preuves qui ne peuvent être niées. » Marie le regarda faire les 100 pas et s'émerveilla de la transformation. Dans le jardin, il était tendre, un homme qui lui tenait la main comme une prière. Mais ici, planifiant la chute des traîtres, il était le roi loup, l'alpha qui avait tenu les murs de Cendrillon, le commandant qui avait inversé le cours d'une guerre impossible. La dualité était ce qui le rendait qui il était. La férocité existait pour protéger. L'acier existait pour que la douceur puisse survivre. Elle l'aimait. Elle le savait maintenant avec une certitude qui ressemblait au lever du soleil, non pas graduelle, mais soudaine et totale. Julien, il cessa de faire les 100 pas et la regarda, et l'intensité du guerrier s'adoucit immédiatement, comme une lame rentrant dans son fourreau au son de sa voix. « Fais attention, dit-elle, ces hommes sont dangereux. » Il traversa la pièce jusqu'à elle et leva la main vers son visage. Son pouce cailleux traça la ligne de sa pommette, le toucher le plus doux comme si elle était faite de lumière. « J'ai affronté des armées, dit-il. J'ai affronté la mort, mais je n'ai jamais eu quelque chose qui valait la peine d'être protégé avant. Pas comme ça, cela me rend plus dangereux qu'ils ne peuvent l'imaginer. » Elle tourna son visage dans sa paume et ferma les yeux. « Ensemble, alors, » murmura-t-elle. « Ensemble. » Épine-sur-Loire était un petit village à la lisière orientale du royaume, un amas de cottages de pierre et de toits de chaume, blotti autour d'une place de marché boueuse. Les gens là-bas étaient des fermiers et des bergers qui ne demandaient rien à leur roi, sauf d'être laissés en paix. Ils n'étaient pas laissés en paix. Julien et Marie arrivèrent le matin du premier jour de marché, voyageant dans une calèche non marquée avec le commandant Pierre et un contingent de la garde royale en civil. Julien portait une lourde cape avec la capuche rabattue, bien que sa taille le rendît visible, une montagne sombre parmi des villageois qui voyaient rarement quelqu'un de plus grand que leur porte de grange. Le marché était modeste, des étals en bois vendant des légumes racines, de la laine, du poisson séché. Les villageois se déplaçaient parmi eux avec l'économie prudente de gens qui comptaient chaque sou. Et puis les collecteurs arrivèrent. 4 d'entre eux montés sur des chevaux trop beaux pour un village de cette cala,
portant une armure de cuir estampillée d'un sceau qui était une version bâtarde de la crête royale, assez proche pour revendiquer l'autorité, assez différente pour la dénégation. Leur chef était un homme au cou épais avec une cicatrice de la tempe à la mâchoire, et il entra sur la place avec une arrogance désinvolte. « Collecte des impôts », annonça-t-il, « dîme standard plus la taxe de défense supplémentaire. Chaque foyer, aucune exception. » Les visages des villageois changèrent. L'animation du jour de marché s'estompa, remplacée par une peur grise et résignée. Une vieille femme serrant un panier d'œufs se pressa contre un mur. Un jeune père s'interposa devant ses enfants. Le village se contracta comme un animal blessé. « La taxe de défense supplémentaire », murmura Julien sous sa capuche, et sa voix était à peine reconnaissable. Quelque chose de froid, de plat et de tranchant. « Il n'y a pas de taxe de défense supplémentaire. »« Je sais, » murmura Marie. Le collecteur passa d'étal en étal, prenant pièces et marchandises avec une efficacité ennuyeuse. Lorsqu'un berger protesta qu'il avait déjà payé sa dîme, le collecteur lui donna une gifle au visage et le son claqua sur la place comme un fouet. Julien bougea. Un instant, il était à côté de Marie dans l'ombre d'une porte, et l'instant d'après, il s'avançait sur la place, sa cape flottant, ses béquilles frappant les pavés comme une marche de guerre. La foule se sépara devant lui instinctivement, chaque instinct reconnaissant ce qu'il était, un alpha au sommet de son autorité, rayonnant d'une présence si écrasante que l'air s'épaissit autour de lui. Il s'arrêta au centre, rejeta sa capuche et les laissa voir. Les villageois haletèrent, reculèrent, tombèrent à genoux. Les collecteurs se figèrent, leurs visages passant par la reconnaissance, l'incrédulité et la terreur. « Majesté », balbutia le collecteur au cou épais. « Le Conseil a autorisé. » Le Conseil n'a rien autorisé. La voix de Julien roula sur la place comme le tonnerre. Il n'y a pas de taxe de défense supplémentaire. Il n'y en a jamais eu. Ce que vous faites est un vol perpétré sous un faux sceau contre mon peuple en mon nom. Le commandant Pierre apparut aux côtés de Julien. Derrière lui, une douzaine de soldats en livrée du roi se mirent en position, rendant le mot fuite théorique. « Arrêtez-les, dit Julien. Tous les 4, ils répondront de leurs crimes dans les cachots. » En quelques minutes, les collecteurs furent désarmés, ligotés et escortés vers la charrette qui les attendait. Julien se tourna vers les villageois. Ils étaient toujours à genoux, beaucoup pleurant, non de peur, mais du soulagement de gens qui avaient enduré l'injustice si longtemps qu'ils avaient cessé de croire que la délivrance était possible. Il s'abaissa. Ce n'était pas facile avec les béquilles, mais il le fit, tendant sa main à la vieille femme. « Levez-vous, dit-il, et sa voix était douce maintenant, la tendresse qu'il gardait comme une flamme. Vous êtes mon peuple. Vous n'auriez jamais dû vous agenouiller ainsi. » La vieille femme lui prit de la main. « Que Dieu vous bénisse, Majesté. Nous pensions que personne ne savait. Nous pensions que personne ne s'en souciait. Je m'en soucie, et je vous le jure, cela n'arrivera plus jamais. » Il se redressa et ses yeux trouvèrent Marie de l'autre côté de la place. Elle se tenait au bord de la foule, ses cheveux blancs brillants contre le matin gris, sa robe rouge une tache de couleur dans un monde estompé, et elle le regardait avec fierté et amour, et une farouche détermination. Il lui sourit, un petit sourire privé destiné à personne d'autre. Elle lui rendit son sourire. Les arrestations à Épine-sur-Loire n'étaient que le début. Les jours suivants, Julien agit avec une précision stratégique. Les collecteurs capturés, confrontés au cachot, furent remarquablement loquaces sur leurs employeurs. Le réseau de corruption fut exposé avec une rigueur clinique. Le second registre du seigneur Louis Miredefer fut trouvé exactement là où Marie l'avait prédit. Son contenu était accablant. Colonne après colonne de fonds détournés, de fausses taxes, de dépenses fantômes, un enregistrement méticuleux de la cupidité remontant à 5 ans. L'implication du seigneur Olivier Brenshaw était plus profonde. L'enquête révéla qu'il avait acheminé de l'or volé à la famille Velmour par l'intermédiaire de personnes
payant pour l'alliance qui aurait fait de Sophie la reine. Le rejet à l'autel n'avait pas été spontané. Il avait été orchestré par Branshaw après qu'il eut réalisé que l'intérêt de Julien pour Marie menaçait son plan. Il a planifié le rejet, dit Julien, lisant la correspondance saisie, sa voix dangereusement calme. Il a dit à Sophie de me refuser. Il a utilisé ma blessure comme justification. Marie s'assit à ses côtés, sa main sur son bras. Elle sentait la rage vibrer à travers lui, mais aussi la retenue d'un homme qui canalisait la fureur vers un but. Il a utilisé votre douleur comme une arme, dit-elle doucement. Pendant 5 ans, il s'est assis à mon conseil et a mangé à ma table et m'a appelé roi. Et tout ce temps, il volait les gens que j'avais juré de protéger. Il se tourna pour la regarder. La tempête se calma. Ce qui restait était la résolution et une certitude inébranlable. Mais il a échoué à cause de toi, à cause de nous. Non, vous. Vous avez entendu ce que personne d'autre n'a fait parce que personne d'autre n'écoutait. Vous avez tout changé, Marie. Elle se pencha contre lui, posant sa tête sur son épaule, et son bras l'entoura avec une douceur instinctive. Alors finissons-en, dit-elle. Les arrestations du seigneur Olivier et du seigneur Louis furent effectuées à l'aube avant que la cour ne se soit levée. Le commandant Pierre mena personnellement les unités de garde qui saisirent les 2 hommes dans leur chambre, et leurs visages, alors qu'ils étaient traînés dans leurs vêtements de nuit à travers les couloirs du donjon, qu'ils avaient traités comme leur trésor personnel, furent, de l'avis général, immensément satisfaisants. 3 autres conseillers se révélèrent avoir divers degrés d'implication. Le seigneur Louis avait participé activement. Les seigneurs Thierry et Gilles avaient su mais étaient restés silencieux. Ils allèrent tous au cachot. Les procès furent rapides mais approfondis. Julien insista sur la transparence, ouvrant les procédures au public. Les preuves furent présentées, des témoins déposèrent, et le peuple entendit toute l'étendue de la trahison. Les conseillers condamnés furent dépouillés de leurs titres, terres et richesses. L'or volé devait être rendu à chaque village avec intérêt. Le seigneur Olivier, dont les crimes étaient les plus flagrants, fut condamné à un emprisonnement permanent. Julien se tenait au centre de la grande salle, la même salle où il avait été rejeté, où Marie lui avait demandé de danser, et regarda la justice être rendue. Son visage était dur, ses yeux portaient le feu froid d'un alpha qui avait été trahi et qui avait répondu non par une vengeance aveugle, mais par l'application dévastatrice de la loi. Il était magnifique, et Marie, debout dans la foule, n'avait jamais rien aimé avec une telle ferveur. L'annonce vint 3 jours plus tard. Julien avait déclaré un rassemblement dans la grande cour du donjon de Croque-Fantôme, l'espace en plein air au cœur de la forteresse où le peuple avait toujours coutume de venir entendre son roi parler. C'était une tradition ancienne, un lien direct entre le souverain et les gouvernés. La matinée était froide et lumineuse, le ciel d'un bleu dur et éclatant. La cour se remplit à mesure que la nouvelle se répandait. Des villageois venaient des colonies environnantes. Les marchands fermaient leurs boutiques. Des soldats bordaient le périmètre. Et les gens du donjon de Croque-Fantôme, des nobles les plus importants aux plus humbles apprentis de cuisine, se rassemblèrent dans l'air froid et lumineux et attendirent. Je me tenais près de l'arrière, presque caché parmi les servantes. Je portais ma robe rouge, mes cheveux blancs libres, attrapant la lumière hivernale comme de la neige fraîchement tombée. Je ne savais pas ce que Julien allait dire. Il m'avait seulement demandé d'être là, et le regard dans ses yeux quand il avait demandé avait été un mélange de détermination et de vulnérabilité. Je reconnaissais l'expression qu'il portait quand il était sur le point de faire quelque chose d'important. La cour devint silencieuse lorsque Julien apparut sur l'estrade de pierre. Il se tenait droit, ses béquilles fermement plantées, ses cheveux noirs attachés, sa cape flottant au vent, sa voix portée à travers la cour avec une clarté qui n'avait pas besoin d'amplification. « Mon peuple », 2 mots prononcés avec une telle profondeur de sentiment qu'ils semblèrent résonner dans les os de tous ceux qui les entendirent. Vous avez été lésés,
non par des ennemis à nos frontières, mais par des hommes qui siégeaient dans mon propre conseil. Des hommes en qui j'avais confiance, qui juraient de servir la couronne et ne se servaient en fait qu'eux-mêmes. Pendant des années, ces hommes vous ont volé. Ils ont pris votre or, votre grain et votre confiance, et ils ont caché leurs crimes derrière l'autorité du trône. Un murmure ondula à travers la foule. Je ne savais pas. Ce n'est pas une excuse. C'est un échec. Mon échec. Et je l'assume. Un roi qui ne sait pas ce qui est fait en son nom est un roi qui n'a pas fait assez attention. Il fit une pause et le silence fut absolu. Mais je sais maintenant, parce que quelqu'un a eu le courage de me le dire, quelqu'un qui n'avait aucune obligation de parler, aucun pouvoir de contraindre à l'action, aucune position d'autorité, et qui a parlé quand même parce que c'était juste, parce que les gens de ce royaume méritent d'être entendus, même par la plus petite voix parmi eux. Ses yeux trouvèrent Marie de l'autre côté de la cour. Elle sentit son regard comme la lumière du soleil, chaud et inéluctable. L'or volé sera rendu à chaque village. Les taxes illégales sont abolies définitivement. Une nouvelle surveillance veillera à ce que personne, quel que soit son rang, ne puisse jamais plus exploiter la confiance entre la couronne et le peuple. Une ovation commença à monter, mais Julien leva la main et le son diminua. Il y avait plus. Il le sentait. Il y a encore une chose. Il se tourna et regarda directement Marie. La foule suivit son regard, 1 millier de visages se tournant vers la fille à la robe rouge, la servante aux cheveux blancs, qui se retrouva soudain au centre du monde. Marie Sandrechamp, son nom prononcé par le roi devant tout le monde. Elle ne pouvait plus bouger. Son cœur battait si violemment qu'elle pensait qu'il allait éclater, et la foule se sépara autour d'elle, créant un chemin entre elle et la plateforme. Un couloir de visages la regardant avec curiosité et émerveillement. « Viens ici, » dit Julien, et sa voix était douce maintenant. La douceur qui n'appartenait qu'à elle, audible, parce que chaque personne dans la cour avait cessé de respirer. Elle marcha, un pied devant l'autre, la robe rouge bougeant autour de ses jambes comme une flamme, ses cheveux blancs flottant au vent, ses yeux fixés sur l'homme qui la regardait d'approcher avec une expression simultanément la plus puissante et la plus vulnérable qu'elle ait jamais vue. Elle atteignit la plateforme, monta les marches, se tint devant lui. De près, elle pouvait tout voir. L'émotion à peine contenue dans ses yeux gris, le léger tremblement de sa mâchoire, le seul signe que le roi Alpha était terrifié, non par des ennemis ou des batailles, mais par ce moment, cette femme, cette question. Il lâcha une béquille. Elle claqua contre la pierre et de sa main libérée, il la plongea dans sa cape et en retira une bague. Ce n'était pas une bague grandiose, pas la monstruosité incrustée de joyaux que la tradition exigeait. C'était un simple anneau de fer sombre, forgé dans le même métal que ses béquilles, serti d'une seule pierre de la couleur des braises, chaude et rouge et vivante. Il l'avait faite fabriquer en secret, et le forgeron dit plus tard que le roi s'était tenu à ses côtés pendant tout le processus avec une attention méticuleuse. « Marie Sandrechamp, dit-il, et tout le monde entendit la cassure dans sa voix, la fracture dans la prestance de l'homme le plus puissant du royaume, causée non par la douleur, mais par la force accablante d'un amour qu'il ne pouvait plus contenir. J'ai été un roi, j'ai été un guerrier, j'ai été un homme brisé, appuyé sur du fer et faisant semblant que c'était de la force. J'ai été seul si longtemps que j'ai oublié ce que cela faisait d'être autrement. » Sa main trembla alors qu'il tenait la bague. « Et puis tu m'as demandé de danser dans une salle vide, sans musique, sans autre raison que celle de voir un homme qui souffrait et que tu ne pouvais pas t'éloigner. Tu as tout changé. Non pas en me réparant, parce que je n'étais jamais brisé. Tu as dit cela, et je le crois maintenant parce que tu l'as dit, mais en te tenant à mes côtés et en donnant un sens à cette présence. » Les larmes coulaient sur mes joues, attrapant la lumière comme des diamants sur ma peau pâle. Je n'ai pas de jolis mots. Je suis un soldat, pas un poète. Mais je sais ceci.
Je veux me réveiller chaque matin en sachant que tu es proche. Je veux me promener dans les jardins avec toi et discuter de philosophie et t'écouter fredonner dans le noir. Je veux passer le reste de ma vie à trouver de nouvelles excuses pour être dans la même pièce que toi, même si nous savons tous les deux que les étagères étaient toujours parfaitement rangées. Un rire traversa la foule, chaleureux et sincère. Voudriez-vous m'épouser? Non pas comme un roi commandant un sujet, mais comme un homme demandant à la femme qu'il aime, la femme qui lui a appris qu'il méritait d'être aimé, d'être sa partenaire, son égale, sa reine. 1 millier de personnes. Un silence complet, le souffle coupé. Marie regarda la bague. Elle regarda l'homme qui la tenait. Elle regarda ses yeux gris pleins de tempête, de feu et de douceur. Elle regarda les béquilles qui ne l'avaient jamais diminué, et les cicatrices qui ne l'avaient jamais rendu faible, et le cœur qu'il avait caché derrière des murs de devoir et de solitude, jusqu'à ce qu'elle trouve la porte et l'ouvre, et trouve à l'intérieur un amour si vaste et tendre qu'il pouvait soutenir un royaume. Oui, dit-elle d'une voix calme et assurée, et le mot fut englouti par le rugissement. La cour éclata. 1000 voix s'élevèrent dans une clameur qui fit trembler les vieilles pierres. Un son qui porta au-delà des murs et à travers les champs et dans les montagnes. Des soldats frappèrent leurs boucliers, des femmes pleurèrent, des enfants grimpèrent sur les épaules de leurs parents. Mais Marie n'entendit rien de tout cela. Elle n'entendit que l'expiration de Julien, le souffle tremblant d'un homme libérant chaque once de peur et d'espoir. Elle sentit sa main glisser l'anneau à son doigt, la pierre de braise chaude comme si elle portait son propre feu. Elle sentit ses bras l'entourer, la serrant contre sa poitrine, et il tremblait. Cet homme énorme, puissant, redoutable, tremblait dans ses bras. Et elle le tint comme elle l'avait tenu cette première nuit, avec une fermeté qui venait de quelque part plus profond que le muscle et l'os. « Je te tiens », murmura-t-elle, et ses mots se perdirent dans les acclamations. Mais il les entendit parce qu'ils étaient destinés à lui et à lui seul, et ils suffisaient. Il l'embrassa. Pas un baiser cérémoniel, un baiser qui oubliait que le monde existait, maladroit et désespéré et réel. Le genre qui arrive quand 2 personnes se sont tournées autour pendant des semaines, construisant vers un point de convergence unique et se permettent enfin de se heurter. Sa main lui prit l'arrière de la tête, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux blancs. Ses mains s'agrippèrent au devant de sa cape. La foule rugit et le vent souffla, et le soleil d'hiver darda ses rayons sur le donjon de Croque-Fantôme, comme si même le ciel approuvait. Quand ils se séparèrent, essoufflés et rouges, Julien posa son front contre le sien. « Je t'aime, dit-il, les mots bruts et sans phare, prononcés non comme une déclaration, mais comme une confession, la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite. « Je sais, murmura-t-elle. Je l'ai su depuis que tu m'as laissé tenir ta main au clair de lune. » Il rit. Un vrai rire, plein et profond, et le son fit sentir à son cœur qu'il s'étendait pour remplir le ciel entier. « Et je vous aime, ajouta-t-elle. Je vous aime, Julien Croque-Fantôme. Tout de vous, chaque partie. » Il ferma les yeux. Une larme s'échappa, une seule traçant son chemin sur sa joue balafrée, et elle tendit la main et toucha l'endroit où elle avait été, et il tourna son visage dans sa paume, et ils restèrent ainsi pendant que le monde célébrait autour d'eux. Le mariage eut lieu le premier jour de l'hiver dans la grande salle du donjon de Croque-Fantôme. Ce fut une cérémonie très différente de la précédente. Il y avait des bougies, des milliers, mais cette fois leur lumière était chaude et joyeuse. Il y avait des fleurs, des roses d'hiver, de la bruyère blanche et du houx, emplissant l'air de luminosité. Il y avait des gens, non seulement des nobles, mais des serviteurs et des soldats et des villageois d'Épines-sur-Loire et des colonies extérieures. Des gens invités par leur nom, par un roi qui avait appris qu'un royaume n'est pas été seigneur et dame, mais son peuple. Je me souviens d'être entré seul, pas de père pour me donner, pas de famille pour m'escorter, juste moi, avançant vers lui.
Et il était là, Julien. Ses béquilles est toujours là. Mais ses yeux, oh, ses yeux, pleins de cette lumière que je lui avais vue, ce mélange de fureur et de tendresse. Les vœux furent prononcés, le lien fut scellé. On a dansé. C'était maladroit, beau, comme le monde lui-même. Aujourd'hui, il est difficile de dire si ce conte est parfait. Les histoires se déroulent, elles ne se finissent pas. Nous sommes là, Julien et moi, à diriger un royaume qui apprend à guérir, à se faire confiance. Il y a des jours où la peur me pince encore le cœur, cette peur d'être invisible, d'être inaudible. Et puis il y a ses yeux, ses mains, sa voix. Chaque jour est un équilibre, un défi. Est-ce que ce fut le bon choix? Pour moi, pour lui, pour le royaume. Je n'ai pas de réponse claire. L'amour n'est pas une formule simple, n'est-ce pas? C'est un engagement constant, un chemin semé d'incertitudes. Mais c'est notre chemin. Et ça, c'est bien.